Vous le savez, j'adore la science-fiction, j'adore vous faire découvrir des films, du coup rien d'étonnant à ce que j'ai envie de vous parler de films de science-fiction absolument géniaux, mais beaucoup trop peu connus. Parce que les grands classiques de la SF, on les connaît tous, je veux dire on les a tous, que ce soit du space opéra, que ce soit de la SF plus terre-à-terre, de Jurassic Park à Interstellar, de Metropolis à The Thing. Ok, ça on connaît, mais il y en a d'autres qui sont vraiment complètement oubliés, et ça m'énerve. Du coup, je vous ai fait une petite sélection de films de science-fiction de malade mental. Et ça a été compliqué parce que c'est un genre qui a accouché de beaucoup de trésors cachés, de trésors oubliés, des films moins connus que les grands classiques mais qui méritent largement d'être découverts ou redécouverts. Alors on va pas faire durer le suspense, vous connaissez ce format et je vais directement passer à ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire parler de cinéma. Je vais vous parler de 5 films de science-fiction à voir absolument, les trésors cachés de la science-fiction. Et pour commencer, on va aller vers un film qui est sorti assez récemment, un film dont on a beaucoup trop peu parlé, un film beaucoup trop discret. Il est même sorti direct en VOD en France, et ça me gonfle, parce que ce film italien, mais moi je n'avais pas entendu parler en fait, je l'ai découvert pour cette chronique, et... petite claque quand même, hein. Ce film, il s'appelle Mondokai. Mondokai nous plonge dans une Taranto post-apocalyptique. Vous savez, c'est une ville portuaire du sud de l'Italie, et là, on la plonge dans un futur proche où elle a été complètement dévastée par la pollution et complètement abandonnée par l'État. C'est vraiment devenu quasiment une ville fantôme où les quelques habitants survivent entre ultra-violence et gangs gérés par des fous. Et dans ce contexte, on va suivre 2 adolescents qui cherchent à rejoindre l'un de ces gangs, et très vite, cette dystopie, elle nous plonge dans un univers un peu à la lignée des genres entre Mad Max et Orange Mécanique. Une sorte de crossover en fait de ces 2 films où la violence est partout. Un film qui traite de l'embrigadement, du besoin d'appartenance, de la fascination pour l'ultra-violence dans les rues. Bon, vous me direz, ça me paraît pas si déconnant d'en parler en Italie et en France en 2026. Et c'est un film qui est très fort. Très fort déjà de sa manière de capter le regard adolescent. L'énergie adolescente en fait, où on est à la fois naïf et profondément dangereux, avec cette soif d'identité qui nous pousse à accepter l'inacceptable, à faire des conneries hyper dangereuses pour les autres et pour soi-même. Et pour parler de tous ces thèmes-là, tu construis un univers de science-fiction qui est franchement assez fascinant, et surtout un univers de science-fiction qui est d'une maturité dans la mise en scène assez dingue. Le réalisateur, Alessandro Selli, c'est son dernier film d'ailleurs, Mondokai, il est sorti en 2020, et il a rien filmé au cinéma depuis, et c'est dommage, tant Mondokai promettait quand même une belle carrière, je veux dire, sélection à la Mostra de Venise, enfin voilà, c'est le genre de trajectoire toujours un peu frustrante, mais bon, en espérant qu'il revienne. Bref, Mondokai, c'est un film qui se permet quand même des sacrés décors, je veux dire, on y filme des ruines industrielles poussiéreuses, de la rouille partout, une ville écrasée par le soleil, il y a quand même un vrai décor et un vrai contexte, même si budget oblige, et qu'importe parce que ça se justifie assez bien par la thématique, la caméra reste quand même assez proche des corps. On n'est pas sur de la SF à échelle mondiale, avec des plans sur l'espace et des plans larges nécessaires. Ici, reste proche des personnages, capte les petits détails, capte la violence, capte les corps, capte l'imperfection derrière la posture hyper virile entre guillemets de ces gangs-là. Alors oui, t'auras pas de longs panoramas sur des villes détruites un peu à la Je suis une légende. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Est-ce que ça détruit la force de ton propos? Pas du tout. Puis il y a quand même, pour rattraper ça, une direction artistique très punk, je veux dire, costumes bricolés, symboles tribaux, scooters customisés, t'as un univers cohérent, un univers dans lequel je crois, dans un futur proche, qui tombe jamais dans l'esthétisation gratuite ou la cheaperie, et franchement, c'était pas gagné, parce qu'il y a beaucoup d'ersatz de Mad Max qui tombent dans des caricatures insupportables. Ici, on évite soigneusement ça. On évite aussi soigneusement de mystifier la violence, je veux dire, là on est sur un rapport à la violence très sec, qui vient de nulle part, et qui est jamais esthétisé. Franchement, on commence par un film qui est beaucoup plus ancré dans le réel que les autres films que je vais citer, mais qui a une dystopie aussi que je trouvais très crédible, très ambitieuse, très peu souvent citée, alors je voulais absolument commencer par ce film. Le deuxième film, je me fais un petit bonbon. En vrai, je me fais un petit bonbon pour ce deuxième film.
Vous savez, il y a 6 ans, le premier film que j'ai évoqué sur Intercut, c'était un film de science-fiction. Un film au titre complètement improbable. Pendant la petite pause là que j'ai pris récemment, j'ai revu ce film. Je me suis régalé. Alors, presque 6 ans, je crois, après avoir parlé de ce film dans la première vidéo sur Intercut, on y retourne. Je vais vous parler du chat qui venait de l'espace. Le chat qui vient de l'espace, c'est exactement, vous voyez, ceux qui ont, comme moi, 30, 35 ans, le genre de VHS qui pullulait dans les rayons des Champions ou des Aldi ou même dans les vidéoclubs qui étaient souvent mis en avant dans les bacs Easy Cash de mon enfance, oh là là. Bref, une production Disney de science-fiction en live avec un animal en héros, un concept assez perché. On pourrait vite passer à côté et on zapperait un film qui est tellement charmant. On suit donc un extraterrestre qui a clairement l'aspect d'un chat, hein, je veux dire c'est un chat la bestiole, qui s'écrase sur Terre et qui n'a que 48 heures pour réparer son vaisseau. Heureusement pour l'aider dans tout ça, il a un collier qui lui confère des pouvoirs de télépathie, ce qui lui permet de communiquer avec les humains, notamment avec un espèce de savant fou qui va l'aider à bricoler, son vaisseau, sauf que son vaisseau il est aussi convoité par l'armée et par plein d'autres scientifiques, et donc s'ensuit une espèce de course contre la montre, entre le chat et son copain, contre l'armée et les autres scientifiques. Alors oui, ça sent les années 70 à plein nez. Oui, certains effets spéciaux ont vieilli, bah oui, tu m'étonnes. Et oui, on aime une comédie de science-fiction, donc un film qui assume, j'ai presque envie de dire, ses clichés, qui se base à fond sur le fait que son héros, et donc son alien, soit un animal trop mignon, ça peut suffire, et qui a vraiment des qualités. Franchement, ce film, moi, je signe direct. Starts at 20, set clinometer. Clinometer set, give me a printout, please. Coming your way without delay. That's another cat? Oh yeah, a real mother. Parce que attention, hein, le scénario est étonnamment bien écrit dans son registre. Chaque situation est poussée juste ce qu'il faut pour devenir drôle sans tomber dans le pur cartoon non plus. Je veux dire, on tombe pas dans le too much un peu cynique comme le serait un blockbuster de 2026 qui rêverait qu'on dise de lui que oh, il est trop foufou, il est trop cool, regardez, l'alien c'est un chat et le chat il parle avec les humains. Là juste t'as le concept et t'en fais quelque chose de drôle, touchant, mignon. Pas de cynisme, pas d'opportunisme et ça fait du bien quoi. Donc oui, les personnages sont archétypaux, tu m'étonnes, mais ils sont attachants et le film enchaîne les quiproquos, les gadgets futuristes, les dialogues improbables avec un rythme très très fluide. Franchement, pardon, mais il y a quelque chose de profondément réjouissant dans cette espèce de naïveté assumée et dans cette vision d'un monde où un chat venu des étoiles peut déclencher une espèce d'aventure cosmique sans que personne trouve ça vraiment étrange en fait, c'est ça que j'adore aussi. Vous savez, dans le genre de films des années 80 là, les personnages acceptent tous très bien ce qui se passe et ça aide à la tendresse et à la crédibilité du film. Bah là c'est pareil, tout le monde accepte très bien qu'il y a un alien chat qui vient récupérer une soucoupe volante. C'est ok en fait. Et ça permet de livrer rapidement un film qui croit profondément en la bonté humaine, sans ironie. Donc c'est une aventure spatiale chouette, enfantine ouais, mais dans le meilleur sens du terme en fait. Et ça m'a fait du bien de replonger dans ce petit monde là. Le chat qui venait de l'espace. Franchement, dimanche soir en famille, un régal, hein. You see, everything's gonna be okay, Lucy Bell. Just relax. Jake, what are you doing? Et la transition, elle est toute trouvée. Vous avez aimé le petit chat télépathe tout mignon? Bon, bah écoutez les amis, le troisième film dont on va parler, il est sorti en 1977 et il s'appelle Days of the Animals. Attendez un peu que je vous balance le pitch. Vous allez vous marrer. La transition, elle est assez dure. Mais elle est aussi prétexte à un sacré film. Ah bon, vous le savez, la couche d'ozone se détériore. C'est un secret pour personne. Ça, c'est acté. Et le film se dit qu'en fait, ce serait marrant si les radiations causées par le trou dans la couche d'ozone rendaient tous les animaux de haute altitude ultra agressifs. Et du coup, si tu plonges un groupe de randonneurs qui est coincé en pleine montagne et entouré d'animaux affectés qui cherchent à les bouffer, et où toute la nature se retournerait contre ce groupe de randonneurs, et quand je dis toute la nature entière, c'est pas une formule, hein. Ils vont se faire défoncer par tout ce qui a des griffes, des crocs ou des ailes, donc des rapaces qui vont fondre du ciel, des serpents tapis sous les pierres, des pumas prêts à les dégommer, des rats, des meutes de chiens, des meutes de loups, y a tout. Est-ce que ça ce serait pas marrant comme pitch? Si? Bah si. Bon bah allez, c'est signé, et ça devient une série B qui perd pas de temps, qui enchaîne les attaques de bestioles à vitesse grand V quand même, et parfois de manière assez brutale, un film qui a pas à s'embarrasser de subtilité et qui a pas de temps à perdre.
Et clairement, ce que j'ai aimé, mais ce qui m'a surpris aussi, c'est que Day of the Animals n'a clairement pas peur de malmener ses personnages ni d'assumer la violence de son concept. Là où beaucoup de films de genre, bon, on se concentre sur une seule menace, vous voyez, soit les dents de la mer c'est le requin, soit la menace c'est un lion, soit la menace c'est les rats. Day of the Animals, lui, il choisit pas, hein. Toutes les bestioles sont là. Et c'est intéressant parce que du coup, le fait que tu sais jamais vraiment quelle sera la prochaine bestiole à venir, ça crée cette espèce de multiplicité, quelque chose de très imprévisible. On sait jamais d'où viendra la prochaine attaque et de quelle créature. Et ça, c'est vraiment pas mal. Mais ça servira à rien si les attaques étaient pas marquantes. Sauf que, franchement, elles le sont, hein. Je veux dire, les effets pratiques et les maquillages sont franchement réussis. On a des vrais animaux filmés de près, en extérieur, ça se voit. Et ça rajoute vraiment la matérialité du tintouin. Et d'ailleurs, des extérieurs assez magnifiques aussi, hein. Je veux dire, on comprend qu'on n'est pas dans un quelconque studio hollywoodien. Et franchement, ça fait du bien. On a un film qui part d'un postulat de SF, qui a quand même assez acté, mais qui n'hésite pas à partir vraiment parfois complètement dans l'angoisse en fait. On a quand même des séquences horrifiques qui sont franchement marquantes. Notamment dans le dernier tiers, ça va vers l'horreur pure en vrai, hein. C'est régressif, c'est excessif, bon, ça assume aussi son côté écolo balancé sans aucune subtilité, mais bon... Est-ce que c'est de la subtilité qu'on veut? Pas forcément. Et c'est surtout totalement jouissif. C'est une série B qui va jusqu'au bout de son idée, et clairement qui dans son genre remplit totalement sa mission. Je veux dire, à réfléchir, moi j'ai pas tant d'exemples de films d'attaque animale où les bestioles sont aussi variées, et même où les scènes d'attaque sont aussi réussies. C'est vraiment dans le haut du panier du genre, et c'est un film, j'ai pas l'impression qu'il soit trop évoqué, donc c'est à découvrir absolument. Bien sûr qu'on va aller en France, les amis. Bien sûr que j'ai une petite pépite de science-fiction post-apocalyptique pour vous. Un film d'anticipation français que j'ai rarement vu cité sur YouTube, honnêtement. Et ça tombe bien parce qu'il est dispo sur ce même YouTube. Alors me voici pour en parler, je déboule et je vais vous parler de Demain les mômes. Vous connaissez tous mon amour de l'incroyable Malville dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et ben dites-vous que là on en est assez proche quand même et c'est pas peu dire. Le point de départ il est simple et il est franchement assez terrifiant aussi. On est donc dans un futur indéterminé, dans une France ravagée où l'humanité a complètement disparu, hein, je veux dire survivent juste des petits groupes. Notamment un couple dans le sud-ouest qui fait la rencontre d'un étrange groupe d'enfants. Un groupe d'enfants mutiques assez bizarre et rapidement le couple se met à soupçonner qui sont en fait autre chose que de simples petits gamins, de simples petites têtes blondes. Et vous savez quoi, moi ce film, j'ai franchement pensé à l'ami David Cronenberg, mais le Cronenberg des débuts, je veux dire le Cronenberg de Chromosome 3 par exemple. Et j'ai checké un peu les retours sur ce film, j'ai vu que j'étais pas le seul, donc ça tombe bien, je suis pas fou, je suis pas un fanboy qui balance du Cronenberg dès qu'il peut, et clairement difficile de pas penser à Chromosome 3. Et je vais détailler ça, mais sachez en tout cas qu'on est sur un film qui avance sans avoir mille besoins d'effets spectaculaires, avec une tension qui ne lâche jamais, et franchement c'est un film que je trouve être aussi assez dérangeant. Bon, on connaît hein, la cellule familiale pervertie, la paranoïa des hommes envers d'autres hommes, ça a rien de neuf. Je veux dire, on connaît tous les différentes versions des profanateurs de sépulture, par exemple. Mais oui, alors, ça a rien de neuf, je suis ok, mais ça marche toujours. Je veux dire, c'est des thèmes universels. Et c'est des thèmes qui sont pas répétés en permanence pour rien, parce que c'est des thèmes qui marcheront toujours 50 ans plus tard. Et donc, je disais, j'y vois le même rapport malsain à l'innocence et à l'enfance que dans Chromosome 3. Et même dans la mise en scène, et franchement, citer David Cronenberg pour ta mise en scène, c'est pas un petit compliment, hein. Mais des cadres très fixes, avec des décors très froids aussi, vraiment, la froideur des décors, c'est assez dingue, et c'est accentué par une lumière blafarde, par des espaces assez vides, hein, qui paradoxalement écrasent les personnages. T'as quand même une vraie ambiance funeste, c'est assez morbide comme atmosphère dans ce film, c'est très sec en fait, je dirais, mais très cohérent du coup dans ce qu'on raconte. Et de toute façon, le film a un propos profondément nihiliste, donc tu vas pas me mettre des couleurs partout et des lumières saturées quand tu parles de ça. On parle quand même d'un film qui nous présente une humanité qui n'est pas sauvable et qui ne fait que s'autodétruire dans ce film. Et vraiment ce groupe d'enfants complètement mutiques, hyper bizarres, porté par une jeune Emmanuelle Béard qui est déjà excellente, bah il porte tout le mystère et toute l'angoisse du film. Franchement, c'est un film assez radical, trouvable assez facilement même sur YouTube, et qui mériterait largement, pour les fans de SF un petit peu alternatif, que vous y jetiez un œil. Bon
allez, je vais finir avec autre chose. Peut-être qu'en lisant ce titre, vous avez, vous, pensé direct à la science-fiction soucoupe spatiale, épopée planétaire, des aliens en carton, un espace hyper coloré, des planètes inconnues. Ben ça tombe bien les amis, allez, on va faire un tour dans la grande science-fiction des années 50, américaine, ça vous va? Allez, retour à la SF classique avec The World Without End. Et clairement, hein, The World Without End, c'est ce pur produit de l'âge d'or de la science-fiction américaine, mais que j'aime d'amour, moi. Vraiment, je l'aime presque d'un amour irrationnel. Et comme d'hab, c'est un pitch qui est très simple, et il faut qu'il soit simple. Des astronautes qui sont en route pour Mars tombent dans une espèce de vortex spatial et s'écrasent sur une planète inconnue peuplée de bestioles monstrueuses. Ils réalisent bien vite qu'ils sont en fait de retour sur Terre, des siècles dans le futur, après ce qui semble être un apocalypse nucléaire. Bon, ça me rappelle fort bien la chute d'un de mes films préférés adapté d'un auteur français, mais bon, je vais pas spoiler pour les deux du fond qui n'ont pas vu ce film, qui est déjà spoilé dès son affiche. Mais contrairement au film auquel je pense, sachez que World Without End, il abandonne clairement toute ambition philosophique profonde. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est d'être un divertissement gentiment bourrin, vraiment très pulp en fait dans l'ambiance, avec des araignées géantes, avec des mutants qui sortent de nulle part, avec des héros virils, plein de testostérone, prêts à remettre un peu d'humanité dans ce futur de merde. Franchement, moi ça marche. The creature that made this must have been gigantic. Je veux dire, regardez-moi ces images, regardez-moi ces couleurs, ce Technicolor qui est ultra criard, ces gros plans sur cette humanité un peu détruite, ces décors même qui sentent bon le studio, ces monstres qui sont en carton-pâte, en fait c'est ça que j'aime, c'est le charme du film pour moi, je suis désolé, je suis désolé. Je trouve que c'est une aventure qui dure 1h15 déjà, t'as pas grand chose à perdre, qui condense du coup toute son aventure, y a pas de temps mort, évidemment pas. Chaque scène relance l'action, ou chaque scène introduit une nouvelle menace, et moi, je dirais jamais assez à quel point j'aime cet âge d'or de la SF, à quel point j'aime ces dialogues un peu naïfs, ces costumes moulants à l'extrême. Je veux dire, tout respire l'époque, et tout respire les limites de l'époque, mais aussi son énergie, quoi. Et c'est pas de la grande science-fiction cérébrale, c'est de la SF très ludique, en fait, qui mise tout sur l'exploration, qui est presque infantile dans sa facilité, dans sa simplicité. Mais est-ce qu'il y a besoin de plus? Pas forcément. Je veux dire, parfois, de la SF bien foutue, qui est colorée, qui t'amène explorer quelque chose et qui dure 1h15, ça suffit largement. En tout cas, ça m'a suffi. Et je voulais clore cette vidéo avec ce film. Voilà les amis, j'espère que vous aurez découvert des films. Vous le savez qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne. Chaque petit don aide énormément, c'est vraiment le plus important. On n'oublie pas de s'abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater des vidéos qui sortiront très bientôt. Je suis aussi sur Instagram, et très actif, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce format, sur ces films, sur tout. En fait, même si vous avez d'autres idées de formats futurs, je suis preneur. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.